Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec les dérangeants. Les dérangeants! Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneur 2019, on retrouve Marie-Philippe Simard, fondatrice de Chic Marie. Moi, je commencerais, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je commencerais par vous présenter peut-être un petit peu, puis très rapidement, là, votre expertise relativement au sujet. Là. OK, je commence? Oui. OK. Alors, Sylvain Dupuis, je suis responsable de l'investissement chez Desjardins Capital. L'investissement, au fond, c'est on investit plus ou moins 150 à 200 millions de dollars dans des entreprises au Québec de bon an, mal an. Un fonds pérenne, en fait, un fonds fiscalisé. L'idée derrière ça, c'est d'aider les entrepreneurs au Québec à croître, à créer des emplois, à maintenir les entreprises ici, puis ultimement faire avoir des fleurons. Alors, principalement, c'est ça. Super. Jean-François? Alors, Jean-François Pellant, associé chez Gagnon WLG, bureau d'avocats international qui compte 1600 avocats dans le monde. Donc, on est au Canada, en Europe, en Asie. Ça fait 25 ans que je suis en pratique privée. J'accompagne des entrepreneurs, le start-up, les premières rondes de financement, les acquisitions, les ventes d'entreprises, financement en équité privée, financement en équité publique. Donc, j'ai fait des centaines de transactions durant ma carrière. Mon deal size est n'importe où entre 0 et 100 millions. Grosso modo, c'est dans cet ordre de grandeur-là que je travaille. Et j'agis parfois pour l'acquéreur, parfois pour le vendeur et parfois pour l'investisseur. Donc, j'ai un bon éventail des différents points de vue qui sont liés à une transaction de fusion-acquisition liée à un financement. Parfait. Alex, les gens qui nous écoutent souvent te connaissent un peu, mais juste en lien au thème du sujet, parle-nous un peu de ta business relativement transparente. Alors, moi, je suis le cofondateur de Mango Software. La première opération que j'ai faite après 3 ans d'opération, ça a été de vendre des parts de mon entreprise pour aller chercher un cofondateur. Et par la suite, on a réalisé 2 acquisitions pour nous permettre de croître. Parce que dans le domaine du software, notre plus gros problème, c'est vraiment le recrutement des ressources. Donc, à ce niveau-là, nous, ça a été stratégique de carrément acheter une entreprise qui allait moins bien pour le talent. C'est pas des acquisitions de grande envergure. Par contre, on a appris beaucoup et on a aussi, à certaines occasions, on a souffert beaucoup. On en parlera au cours de l'émission. Parfait. Moi, je commencerai. Première question. Pourquoi les gens vont aller chercher du financement? Pourquoi on irait chercher du financement? Tu sais, les gens manquent tout le temps d'argent. On veut tout le temps un petit peu plus d'argent, mais réalistement, pourquoi c'est une bonne idée d'aller chercher du financement? Bon, la première chose, peut-être, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut accomplir au niveau de son entreprise. Premièrement, l'argent est disponible. Surtout en ce moment, il y a un surplus d'argent dans le marché et la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Les fonds comme ton fonds, Sylvain, cherchent les opportunités et il y a beaucoup plus d'argent à investir que d'opportunités qui sont bien préparées pour qu'un investisseur puisse se joindre à l'équipe. Donc, il y a plusieurs motivations pour aller chercher des sous, mais une des principales, c'est, je pense, l'effet structurant que ça va faire, parce que quand on veut être financé, que ce soit dans le cadre d'une acquisition, que ce soit pour faire notre croissance à l'interne, généralement, il va falloir faire l'objet d'une vérification diligente, il va falloir qu'on montre qu'on s'est préparé, que nos affaires, notre maison est en ordre et éventuellement, quand on gère l'argent des autres, bien, on doit aussi faire rapport. Donc, on doit, sur une base régulière, avoir des contacts avec ses investisseurs. Et tout ça est très, très structurant et amène l'entrepreneur à réfléchir sur la façon dont il fait ses opérations, à prendre des conseils, à prendre des critiques et, somme toute, à s'améliorer pour éventuellement valoriser mieux son entreprise s'il a bien utilisé l'argent de l'investisseur, effectivement, à la fin de la journée. Puis l'argent, là, au fond, c'est une fin en soi. Honnêtement, pour arriver à dire pourquoi j'ai besoin d'argent, il faut avoir pensé au départ, c'est quoi la vision, ou qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise. Ça peut être même à la rigueur, pour ajouter à ce que Jean-François disait, on veut sécuriser notre patrimoine. Vous savez, le gros défi des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils investissent tous les efforts, toute leur énergie, leur argent, en fait, dans une entreprise. Et souvent, ils se retrouvent avec une entreprise très performante, mais où tout est là. Alors, un des objectifs aussi, des fois, c'est de dire, peut-être que je voudrais monétiser ou sécuriser une partie de mon patrimoine. Fait qu'il y a plein de raisons. Mais fondamentalement, il faut revenir avant ça à dire, OK, qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise? Où je veux l'amener? Puis après ça, l'argent, il y a plein, comme disait Jean-François, il y a des éléments qu'il faut penser. La stratégie, les états financiers, le partenaire. En fait, après ça, il faut trouver le bon partenaire. Fait qu'on pourrait en parler pendant des heures. Y a-t-il une mauvaise raison d'aller chercher de l'argent?
Je sais pas, par exemple, un business qui est sur le bord d'être en faillite? Oui, en fait, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison d'aller chercher de l'argent, mais le timing peut être mauvais. Je m'explique. Quand on va, par exemple, on va voir un banquier. Si on n'a pas entretenu une relation étroite, on n'a pas développé un partenariat, que ce soit notre banquier, nos fondateurs, nos cofondateurs, nos actionnaires, si cette relation-là n'est pas établie de longue date, c'est une mauvaise raison d'aller chercher de l'argent parce qu'on n'est pas au moment le plus optimal. Je pense qu'il faut aller chercher de l'argent ou à tout le moins des moyens financiers au moment où c'est le plus propice. Et quand on est dans une crise, c'est pas le bon moment pour aller. Puis je présume que les conditions vont être moins bonnes aussi quand on est en crise. Bien, on est en position de négociation de faiblesse là, à ce moment-là. Puis je pense qu'il faut toujours se trouver dans une situation de force, dans quelle que soit la situation, ou de win-win à tout le moins. Là. Ouais, Alex, mais souvent, là, moi, j'ai l'expérience que j'ai avec les banquiers, là, c'est la même chose dans peu importe les banques. J'en vise pas une en particulier, mais tu rentres en succursale, tu rencontres une petite madame ou ton directeur, puis j'ai tout le temps l'impression qu'ils remplissent un fichier Excel. Là, c'est vrai. Puis ça allume rouge, ça allume vert en bas, il n'y a aucune vision, il n'y a aucune passion. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Bien, c'est vrai, c'est la perception, c'est une réalité, en fait. Je pense que derrière tout ça, il faut vraiment faut établir la relation. Dans les banques ou dans toutes les institutions, surtout quand ils ont des garanties, parce qu'il faut comprendre que les banques vont exiger des garanties, que ce soit des garanties personnelles ou des garanties d'actifs et tout ça. Ils vont vouloir établir ça, ça fait partie de leurs paramètres. Oui. Mais il faut aller au-delà de ça, puis je reviens à mon point. Si on établit la relation, puis il faut passer à travers ça, si on établit la relation avec notre directeur de compte, notre directeur de général, tout ça, on va passer après ça à un autre niveau. Puis la même chose, on en parlait un peu à l'entrée de jeu, en capital de risque, là où on n'a pas de garantie, bien, vous n'aurez pas ces questions-là. Vous allez avoir une discussion. Qui est ton partenaire? Comment fonctionnes-tu? Moi, j'investis dans les gens, j'investis pas dans la business, j'investis dans les gens. Mais c'est la même chose pour un banquier. C'est juste qu'il y a, évidemment, l'espèce de filtre de ratio qui vient jouer, mais vous pouvez établir exactement la même chose. Bon, peut-être juste pour revenir une étape en arrière, parce que quand tu parles du financement bancaire traditionnel, de la dette sur actif, n'est-ce pas? C'est une des formes de financement. C'est la forme de financement auquel on passe le plus souvent, mais qui n'est pas nécessairement adaptée et la plus disponible, surtout à des entreprises en mode de démarrage et surtout à des entreprises technologiques qui ont peu ou pas d'actifs tangibles dont la valeur de réalisation peut couvrir le prêt. On vend du vaporware. On vend du vaporware. Tu vends un plan d'affaires. Donc, c'est sûr que si on va voir ton banquier, lui, c'est le coût d'emprunt qui est le plus bas, le coût de capital qui est le plus bas, c'est d'emprunter à la banque. Pourquoi c'est le plus bas? Parce que la banque, c'est le joueur qui prend aucun risque. Exact. Donc, si tu n'as pas une capacité à rembourser qui est démontrée et des actifs qui vont valoir en réalisation plusieurs fois le montant que tu as emprunté, ben, pas ton temps, tu ne parles pas à la bonne personne. Et ça, je pense que c'est le début de la réflexion, c'est qu'est-ce que j'ai, moi, à apporter, qu'est-ce que je veux financer, et selon la solidité ou pas de ce que j'ai, mon coût en capital va varier. Et donc, il faut que je m'adresse à des interlocuteurs différents. Donc, il faut que je sorte des banques, il faut que je sorte des prêteurs sur actifs traditionnels et que j'aille voir les autres niveaux de prêteurs qui, eux, n'ont pas besoin de garantie ou qui ont besoin de moins de garantie que ce que ça prend de garantir le prêt. C'est qui ces fameux prêteurs-là? Bon, alors, il y en a toute une liste. J'ai ma carte d'affaires, regarde. C'est bon, ça, on se parle après. Bon, mais on peut faire... Il y a un écosystème qui a une progression qui est relativement la même avec tous les entrepreneurs. Okay? Exact. Généralement, on commence par les FFF, hein? Family, Friends and Fools. Okay? Donc, on fait le tour, puis on parle de notre idée, on ramasse l'argent un peu qu'on peut ramasser, et éventuellement, ça nous permet de nous lancer. Hein? Généralement, on peut ouvrir notre compagnie, on peut engager quelques employés, dépendamment du nombre de fools qu'on a réussi à convaincre, on est capable de faire une démarche. En parallèle à ça, on a tous les incubateurs. Okay? Les incubateurs qui abreuvent généralement les fonds qui vont venir un peu plus tard. C'est pas nécessairement juste le montant d'argent parce que les sommes disponibles sont pas nécessairement très structurantes ou très alléchantes, mais c'est le processus de préparation à faire une levée de capital qui va être appris par des entrepreneurs qui n'ont pas cette expérience-là. Donc, pour des entrepreneurs qui sont du repeat, deuxième, troisième fois, ils n'ont pas besoin de passer par des incubateurs. Pour des gens qui font ça pour la première fois, c'est pas une mauvaise idée d'aller chercher un petit peu des conseils puis voir c'est quoi les étapes. Puis des fois, ces incubateurs-là vont prendre un pourcentage de la compagnie en échange d'un montant. Fait que vraiment, il faut magasiner quand même son incubateur. Il faut magasiner et, comme je vous dis, moi, je veux dire, ça a une utilité et surtout pour des gens moins expérimentés ou moins entourés. Parce que l'autre façon de faire, c'est d'aller directement au capital de risque, au capital de croissance. Et ça, on n'a pas nécessairement besoin d'être si avancé que ça, surtout dans les entreprises à forte croissance potentielle, les entreprises technologiques, entre autres. Donc là, si on établit qu'on a quelque chose qui fonctionne en mode alpha, en mode bêta, quelques clients qui ont de l'intérêt,
le capital de risque peut embarquer beaucoup plus rapidement et donner des sommes beaucoup plus conséquentes. Là, on parle de centaines de milliers de dollars, de millions de dollars, et il y a beaucoup d'argent disponible dans l'écosystème. Il faut être bien entouré pour faire ça, parce que souvent, on ne sait pas à quelle porte cogner, et on n'est pas bien préparé. Notamment, on n'a pas dans notre équipe les gens qu'il faut pour convaincre le monsieur à ma droite de faire un chèque. Fait qu'on parle d'avocats, comptables, même des fois des gens... Ça prend à peu près tout. Puis on en discutait d'entrée de jeu. On dit la préparation, c'est la clé du succès. Il faut déjà avoir une bonne vision. Il faut savoir, au fond, il faut déjà se préparer en conséquence. Il faut avoir un bon plan d'affaires. Puis après ça, il y a à peu près plein de monde qui vont être intéressés à vous autres. Mais un des points qui était soulevé, à savoir comment on va aller chercher de l'argent puis qui on va aller chercher, un des points qui est très délicat, puis on en parle beaucoup dans le capital de risque, donc les start-up, les entreprises qui commencent. Alex, tu disais que tu vas devenir un actionnaire avec toi, tu as un partenaire avec toi, tu as vendu une partie de ta business. Le volet de vendre une partie de sa business, c'est un volet qui est très délicat. C'est très... puis toi aussi, Marie, tu as une business à toi. Ouais. Fait qu'on on est très, je dirais pas réfractaire, mais on a un certain enjeu. Puis je pense que la question qu'il faut se poser, c'est, il y a de l'argent. Comme tu disais, Jean-François, il y a différents types d'argent. Maintenant, quel est le type d'argent que vous avez besoin pour garder l'entreprise au bon niveau, mais lui permettre de croître? Et aujourd'hui, on a encore un enjeu à savoir si tu es mieux de vendre une partie de la business ou je suis mieux d'avoir mon banquier ou je suis mieux d'avoir du capital de risque, une grosse... mais les Québécois, de façon naturelle, on sont plus réfractaires à aller chercher du capital de patient comme du capital action que d'aller chercher de la dette bancaire. Puis l'argent fait ça. Les dérangeants, dans le garage. Une bonne question. Tu sais, on parlait de timing tantôt. Est-ce que c'est tant que ça... Tu sais, souvent, on voit le modèle, justement, Jean-François t'en parlait, on a une idée, on va aller chercher un petit peu d'argent, puis après ça, tout de suite, on va aller voir les investisseurs. Mais on n'a pas nécessairement prouvé que notre produit marchait tant que ça. Des fois, on va avoir un petit peu de traction, des fois, on n'en aura pas tant que ça. Fait qu'on n'est pas en position si bonne que ça pour la négociation. Imagine, moi, je suis une entreprise de service, là. Toi, t'es jamais en bonne position. Ouais, personne n'aime jamais. On t'aime, Alex. Est-ce que c'est préférable d'attendre un petit peu, d'avoir un meilleur coussin, pas nécessairement un coussin financier, mais des meilleurs résultats financiers avant d'aller chercher du capital de risque pour, justement, en donner moins d'équité? L'enjeu, là, c'est drôle parce que j'ai une image, les gens qui vont m'écouter, qui me connaissent, vont dire, bon, pas encore la même image, mais pour moi, c'est comme une grosse fusée. Ça prend bien du gaz pour partir puis lever un petit peu, puis qu'une fois qu'elle est partie, fait que dans le début, l'amorce d'une entreprise, c'est ça le défi, c'est que si tu y vas trop rapidement, ben tu risques de diluer ta société pour aller chercher un petit peu d'argent. Et donc, l'effort à faire au début, c'est d'avoir un plan d'affaires le plus clair possible et se donner la marge, suffisamment de marge pour aller chercher une valeur. Parce que tu vends ta business, une partie de ta business, quand tu as 1 an avec pas de résultats en avant, tu vends au bout de 5 ans avec... c'est pas la même game. C'est pas la même game, hein? Puis en capital, puis en service, puis en capital de risque, c'est le nerf de la guerre, c'est ce que tu as fait, mais c'est ce qui s'en vient. Mais si tu n'as rien pour démontrer ça, ben... Parce que souvent, les premières rondes de financement, on peut donner jusqu'à 30, des fois même 35 % de la compagnie. C'est énorme. Ce qui est beaucoup, alors que tu peux attendre peut-être des fois un petit peu, puis tu vas en donner 20 peut-être. Mais l'enjeu... Faut que tu te rendes jusque-là, par exemple. Ben c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on en a des entrepreneurs qui ont parti puis ont dit, ben moi, je vais attendre. Puis finalement, ils ont frappé un mur parce que il n'y avait plus les moyens. Fait que ça... Il n'y avait plus de fuel. Non, c'est pas une bonne réponse, hein, finalement. C'est bien compliqué. C'est délicat, ouais. J'aimerais ajouter quelques éléments là-dessus. Premièrement, bon, c'est sûr que la dette bancaire ou la dette en général coûte moins cher à court terme, n'est-ce pas? Mais c'est aussi la forme la plus risquée. Parce qu'éventuellement, quand ça ne fonctionne pas, le prêt est rappelé et l'entreprise, à toute fin pratique, va disparaître. Ouais. Alors que du capital action, dans tous les cas, bien, on aura un actionnaire, un co-actionnaire, majoritaire, minoritaire, peu importe, qui aura dépensé son argent. Et donc, si ça va pas bien, l'entreprise n'est pas en péril pour autant. Ça peut être difficile de se refinancer. On aura laissé sur la table peut-être une partie plus grande de son actionnariat. Mais dans la mesure où on investit bien le produit de notre ronde de financement, normalement, il n'y a pas d'effet dilutif, il y a un effet de création de valeur et de levier. Donc, les gens qui ont peur de la dilution, c'est des gens qui ne font pas un bon calcul. Parce que normalement, tu es mieux avoir 1% de IBM que 100% d'un start-up. Donc, c'est une question de voir en termes de dollars, une fois que mon argent que j'ai levé dans ma ronde de financement a été dépensé, où ça m'amène. Exact. Et la question de combien je laisse sur la table à la base, c'est une question de validation des hypothèses, surtout dans des entreprises à forte propriété intellectuelle, des entreprises technologiques ou autres. Là, il y a une question de validation. La question, c'est, je bâtis une maison maintenant, je veux la revendre dans 5 ans ou dans 10 ans.
bien, qu'est-ce que je bâtis comme maison? Est-ce que je vais avoir un acheteur pour cette maison-là dans ce contexte-là? Mais ça se valide du début. L'idée, c'est, dans le secteur où on est, d'aller voir le endgame. À la fin, là, quand je vais avoir réussi à bâtir ce que je peux l'amener ou sinon je peux l'amener, qui va être mon acquéreur ultime et lui, qu'est-ce qu'il cherche? Et d'aller valider ça du départ. Parce que comme ça, tu peux déconstruire en revenant en arrière et dire chaque jalon que ça me prend pour me rendre là, pour qu'un acheteur ultime fasse une transaction avec moi, je vais le bâtir comme ça, puis c'est ça qui va me rester à la fin. Donc, quand je vais voir mon capital risque, je suis capable de lui dire, regarde, moi, par exemple, j'ai un brevet, j'ai un produit en bêta, je commence à à avoir de l'intérêt et j'ai parlé à quelques grandes firmes qui me confirment que si j'amène ça à telle étape, ça vaut tant. Donc, on fait une valeur à l'inverse, discounted. Donc, on va établir une valeur de base. Et souvent, vous allez être surpris parce que votre investisseur, lui, le sait qu'est-ce que ça prend pour faire son rendement. Il peut vous donner des valorisations beaucoup plus intéressantes que ce que vous pensez à la base. OK. Donc, il faut avoir une discussion avec les acquéreurs potentiels et laisser l'investisseur faire son travail. Et lui, il faut faire une proposition. Je ne vais pas négocier contre toi, sinon... Non, pas à date, je trouve que tu me fais un super job pour m'aider. Mais moi, j'avais une question pour Alex. Je peux te poser une question, moi? Absolument, vas-y. Mais Alex, quand tu as décidé d'aller chercher un partenaire, donc, parce qu'au fond, tu as eu la même réflexion qu'on vient de faire de peut-être de façon différente, mais tu as fait quoi comme cheminement? Mais on va faire attention. Moi, je suis allé chercher un partenaire parce que je voulais un allié. Oui. Je ne voulais pas nécessairement aller chercher un chèque. OK? Bon, c'est sûr qu'il y a une portion monétaire à ça, mais le but, c'était de trouver quelqu'un avec qui je pourrais aller à la guerre. J'étais allé à la guerre tout seul. Mais ceci étant dit... du financement pour ça, pour cette transaction-là, ou ça s'est fait comme à l'interne? Non, ça s'est fait entre moi et lui. Okay. Mais c'est un long processus. T'sais, ça a pris 1 an de dating, là. Beaucoup de dîners, beaucoup d'emails, beaucoup de up and down, beaucoup de « là, ça me tente plus, mais là, je suis plus sûr ». Mais la journée qu'on a signé, on savait probablement tout un de l'autre. Puis aujourd'hui, on s'entend super bien, puis l'entreprise en a bénéficié grandement. Là. Bien, c'est beaucoup d'actualité ce que tu parles. Tout le monde a écouté, tout le monde en parle, j'imagine, la semaine dernière avec Mme Néron. Et elle mentionnait justement la valeur d'un chèque de 15 000, de 25 000 ou de 50 000 versus la part d'un réseau, la part d'une distribution, etc. Donc, il y a de l'argent intelligent aussi. Il n'y a pas juste de l'argent qui vient juste pour de l'argent. Et ça, bon, tous les investisseurs vont vous dire que c'est ça qui va vous amener en plus du chèque. Ouais. Mais ça se valide. Hein? Parlez-nous de vos investissements précédents. Faites-nous rencontrer des entrepreneurs que vous avez aidés dans le passé. Il faut faire un due diligence sur les investisseurs. Absolument. Voilà. Ça, ouais. Donc, ça, c'est la clé. Et pourquoi les gens ne le font pas? Bon, parce qu'il y a la question du quand. Quand est-ce qu'on commence à chercher du financement? La plupart des gens, c'est quand ils ont besoin de l'argent. C'est le pire moment. Pas faire la paye dans 2 semaines. Voilà, c'est toujours ça. Donc, l'idée, quand aller chercher du financement, c'est quand on n'en a pas besoin. Exact. Idéalement, moi, je dis toujours à mes clients, commencez à chercher votre prochaine ronde ou si vous venez de clôturer votre dernière ronde. Hein? Ayez une discussion honnête avec votre investisseur actuel. Demandez-lui c'est quoi son prochain jalon. Est-ce qu'il va être là? À combien il peut être là? Est-ce qu'il peut être là tout seul? Et faites valider ça en construisant le due diligence sur votre investisseur. Parce que tout à l'heure, que ça aille bien, que ça aille mal, vous allez avoir besoin de voir c'est quoi vos options. Et souvent, votre investisseur va vouloir co-investir avec d'autres personnes qui vont lui-même amener à la table. Surtout au Québec, tu peux nous parler un peu, Sylvain, de l'entreprise de co-investissement. Je pense qu'il y a beaucoup de deals quand il y a des tailles un petit peu plus grandes où vous mettez en place. Est-ce que Desjardins Capital va toute seule dans un deal ou d'habitude vous aimez ça y aller en partenariat? Bien, ma préférence, dépendamment du niveau de la taille d'entreprise, on aime ça aller seul parce que déjà, travailler avec un autre partenaire, on le disait, en fait, c'est de connaître la personne puis d'établir une relation. À chaque fois qu'on ajoute une personne, c'est augmenter de façon exponentielle les enjeux. Par contre, d'avoir une personne additionnelle, dépendamment de la taille, puis je vais revenir à la question de la taille, c'est sûr que des fois, ça ajoute beaucoup de profondeur à l'organisation et beaucoup de reach pour tout le monde. Mais dans un dossier, nous, on va faire des dossiers, je sais pas, de 200 000 à 75 millions. Bien, évidemment, à 75 millions, je vais sûrement avoir quelqu'un qui va travailler avec moi. À 200 000, pas vraiment une bonne idée, particulièrement pour l'entrepreneur. Il ne veut pas avoir 3 personnes qui travaillent autour de la table. Là. Les dérangeants, dans le garage. C'est quoi le sweet spot de grosseur d'entreprise avec lequel tu aimes travailler? Ah oui, bonne question. Vous ne voyez pas, mais il a l'air très content de répondre à la question. Bien, en fait, moi, j'ai un fait pour les entrepreneurs. Fait qu'au départ, il faut que le sweet spot, là, c'est l'entrepreneur. Quand on tombe dans des très grandes entreprises, on se détache beaucoup de ce niveau-là. Et ce que ça fait, bien, ça devient des entreprises plus comme des placements. C'est des corporatives, on dit. Oui, c'est ça. On en fait, là, évidemment, on adore. Puis j'ai des entrepreneurs, on était avec Pierre Marcouilly de Camso,
que c'est un homme exceptionnel en tant que gestionnaire et entrepreneur, mais on tombe souvent dans les très, très grandes entreprises. Fait que mon sweet spot, là, ça va être entre 1 million et 20 millions. Là, on va être capable d'avoir une relation. Le chiffre d'affaires, tu parles? Non, d'investissement. OK. Mais en chiffre d'affaires, ça peut être de 5 millions, 3 millions, 2 millions à la rigueur jusqu'à 100 millions, 200 millions. C'est un sweet spot. En haut de ça, nous, on ne joue pas notre rôle aussi prépondérant. Pas aussi efficace, exactement. Puis on dilue à un moment donné. Puis on parle d'argent. Est-ce qu'il y a des... On voit qu'il y a beaucoup d'argent au démarrage, quand il n'y a pas vraiment de traction, il y a plus une idée ou quoi que ce soit. Puis il y a beaucoup d'argent après ça, quand on tombe avec la caisse de dépôt. Donc des 100 millions, 200 millions pour des gros deals. On parle par exemple de Hopper ou Lightspeed qui a été l'année passée. Est-ce qu'il y a un creux au niveau du financement au Canada entre ces deux portions-là? Non, pas de vraiment. moins en moins? Non, en fait, je pense qu'au contraire, comme disait Jean-François, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le marché, parce que les institutions financières aussi se sont étirées beaucoup à plus d'un égard. Donc, il y a là où il y a un enjeu encore, là, c'est les entreprises en amorçage. Tout ce qui est en amorçage, les startups, là, on a encore un petit enjeu de ce côté-là, où il y a beaucoup d'argent, il y a du seed money, il y a des anges financiers, mais on a encore les early stage, là. Comme on disait tout à l'heure, c'est ça qui est difficile. Pourquoi? Parce que la valeur n'est pas encore là, donc les gens ne veulent pas se diluer. Fait qu'il y a encore un petit enjeu de ce côté-là, je dirais. Mais il y a de l'amélioration. Oui. Premièrement, je pense que les investisseurs se font un peu mal connaître. Réseau Capital, qui est le regroupement des investisseurs de capital de risque au Québec, de ce côté-là, ne fait pas un super travail de vitrine. Donc, on n'a pas de courtier non plus pour identifier qui fait quoi. Fait que c'est beaucoup essai-erreur. Hein? Donc, c'est pour ça que les gens viennent souvent me voir en me disant, voici où je suis rendu. Voici la taille de financement que je recherche, à qui je vais parler dans ce secteur-là. Bon, fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, mais on finit par connaître un peu les gens de l'écosystème. Mais on s'améliore, par exemple, on parlait des anges il y a quelques instants. Ben, entre l'amorçage et le vrai capital de risque, on a Ange Québec. Bon, Ange Québec, il y a 10 ans, quand ça a été fondé plus ou moins, c'était des petits chèques, c'était plus ou moins structurant ou structuré. J'ai fait des transactions avec eux cet été, puis ça s'est beaucoup amélioré. Donc, on a beaucoup plus d'anges qu'on en avait il y a 10 ou 15 ans parce que les gens ont fait des sorties, veulent réinvestir dans la communauté qui leur a permis de créer leur propre richesse, et maintenant le font de façon beaucoup plus structurée avec l'apport du gouvernement aussi qui fait du matching fund un pour un. Donc, ça, c'est un élément qu'on n'avait pas il y a 10 ou 15 ans comme outil. Donc, des outils comme ça, il y en a plein. L'écosystème est assez complet. Je dirais qu'il ne manque pas tant de joueurs que ça. Il manque surtout des deals qui sont bien préparés, de qualité, pour que l'argent ne dorme pas sur les tablettes. On a énormément d'argent qui est, entre guillemets, déployé. Les fonds de fonds, là, qui déploient dans des fonds qui n'investissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès aux deal flow de qualité, parce qu'il y a une difficulté de matching. Donc, c'est de trouver les bonnes personnes pour les bons deals. Et surtout, un grand manque de préparation parce qu'on s'y prend trop tard. On parle de préparation. Ça, c'est quoi vos meilleurs trucs pour être sûr que votre financement va bien aller? Là? Tant au niveau préparation physique ou... Ben, tu sais, j'ai accompagné une entrepreneur récemment là, qui est partie de sa business, qui est en super croissance, puis à un moment donné, elle dit, je capote, elle dit, j'ai un problème d'opération, problème de logistique, problème d'approvisionnement, problème d'état financier. Ben, je pense que tous ces éléments-là font partie d'une bonne préparation. Il faut avoir des finances très claires. Il faut, on revient à l'exemple de Mme Néron, elle le disait elle-même, elle dit, je n'étais pas une experte en finance. C'est sûr qu'un entrepreneur n'a pas toutes les compétences pour gérer une entreprise, mais il y a des éléments fondamentaux, c'est qu'il faut gérer ses finances. Hein. C'est aussi niaiseux que de dire, si je facture mon client, assure-toi de facturer rapidement puis de le collecter rapidement parce qu'au début, on a besoin d'argent puis on n'a pas le fonds de roulement. Donc, la préparation, là, c'est des éléments de base comme ça parce que, ultimement, le produit est sûrement excellent. Mais ce qui va faire le défaut avec les entrepreneurs, c'est tout le reste. On n'est pas bon en finance, on n'aime pas faire du marketing, on n'aime pas les systèmes, on ne connaît pas ça. Et tous ces éléments-là d'inconnus viennent créer un enjeu au niveau de la pérennité de l'organisation. Fait que la préparation, là, c'est un plan d'affaires, un plan de marketing, c'est des choses de base. Puis quand vous allez chercher votre financement, vous êtes obligé d'avoir ça. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous êtes en train de vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas, puis qui a du vent, puis il y a 15 personnes à côté qui vont faire la même chose que vous. Tu sais, on embauche des gens, vous embauchez des gens dans vos entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va se distinguer par rapport à une autre? C'est pas le CV. Le CV, c'est une pièce d'entrée, mais ce qui va faire la différence, c'est est-ce qu'elle est préparée, est-ce qu'elle connaît l'industrie? Fait qu'il y a plein d'éléments. Fait que pour moi, là, il y a beaucoup de... Puis moi, Marie, j'ai remarqué aussi une question de feeling. Hein. Oui. Il y a un fit. Non, mais c'est si l'investisseur ou le créancier, disons,
n'ont pas l'impression qu'il y a le big picture au complet puis que les chiffres balancent pas, ça part vraiment mal. Ouais. Parce que là, il y a une incertitude qui est créée, un doute. À ce moment-là, les chances de réussite sont très faibles. Pourquoi? Parce que l'investisseur va investir dans la personne. Ouais. On a un temps d'intervalle de compréhension très mince. Fait que si ça passe pas pour toutes ces raisons-là, il y a une grosse question de première impression. Là. C'est humain, on parle d'argent, mais on parle surtout d'humain dans ce cas-ci. Je vais ajouter que quand on parle de financement lié à une acquisition d'entreprise, que ce soit une première ou une séquence d'acquisition, l'argent vient au début et vient à la fin. Je m'explique. L'argent vient au début. Avant de commencer à magasiner pour acheter une entreprise, il faut savoir est-ce que j'ai des chances raisonnables que l'argent soit disponible pour le type d'entreprise que je cherche. Okay? Donc, d'avoir une discussion à la base avec un investisseur de capital risque ou de capital croissance, dire si j'arrive avec ce profil-ci d'acquisition, est-ce que toi, ça t'intéresse d'embarquer avec moi là-dedans et jusqu'à quelle hauteur? Quel genre de budget on pourrait parler avec ce que moi je peux mettre, ce que toi tu peux mettre? Donc, déjà, on préqualifie. On ne s'en va pas magasiner à large en disant je vais ramener n'importe quel genre de deal, puis quelqu'un va me financer. Ça, c'est perdre son temps. Donc, on préqualifie des investisseurs qui, eux, font une vérification diligente de base sur nous. Parce que la première personne avec qui on investit, c'est dans ce cas-ci l'entrepreneur. Donc, il y a une première vérification diligente qui se fait sur la personne qui veut l'investissement. Il va y avoir une deuxième vérification diligente sur la cible. Donc, éventuellement, il faut la préparer aussi. Il ne faut pas arriver avec son investisseur et avoir rien fait, pour avoir un paquet de surprises. Les investisseurs détestent les surprises. Il est mieux le savoir, même si ça va mal. Surtout si ça va mal. Surtout si ça va mal. Surtout. Donc, ça va assez rapidement en plus. Pas attendre de voir genre... Et donc, une fois que ces éléments-là ont été mis en place, qu'on a fait les vérifications diligentes de part et d'autre sur l'entreprise qui va être l'entreprise qui va recevoir les sous, celle qu'on va acquérir, ensuite, que les termes principaux du deal soient attachés, donc qu'on n'ait pas voir l'investisseur quelque chose qui n'a pas été négocié, que toutes les parties concernées dont on aura besoin du consentement sont à table. Et ça, on n'a pas sous-estimé. Parfois, dans les vendeurs, il y a des actionnaires minoritaires. Il y a d'autres investisseurs qui sont là. Est-ce qu'ils veulent vendre, pas vendre? Il faut s'assurer que tout ça soit attaché avant d'aller voir en dernier notre investisseur et dire, voici là, tout ce qu'il y avait dans notre liste d'épicerie, là, notre checklist, là, tous les éléments sont cochés. Voici mon dossier, il te reste juste à faire le chèque. Il y a une chose, Marie, là, qui est vraiment importante, puis vous le confirmerez. Là. Souvent, en tout cas, nous, la première acquisition qu'on a faite, on a sous-estimé le travail que ça allait demander après l'acquisition. Ah oui. Intégré. Fait que, il y a des gens qui vont acheter une entreprise, c'est bien beau, c'est facile. Mais est-ce que tu vas être capable de l'absorber, cette entreprise-là? Est-ce que tu vas être capable de soutenir... Il prévoit des ventes de 2 millions, mais finalement, c'est 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir les reins solides pour le soutenir? Fait que, l'achat, c'est une chose, mais la transition, ça coûte extrêmement cher parce que tu perds le focus de la gestion de ton entreprise originale à ce moment-là. Ça, c'est une bonne question. C'est quand le meilleur moment pour acheter ou vendre son entreprise? Est-ce qu'il y a un meilleur moment? Oui. Honnêtement, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Il faut vraiment avoir une vision claire de ce qu'on veut faire avec l'entreprise. Puis acheter ou vendre, pour moi, c'est la même chose. Là. Ça fait partie d'un chemin. Puis ce chemin-là fait qu'on arrive là. Il faut être opportuniste, mais il faut surtout avoir un chemin direct. Peut-être juste revenir, puis je reviens sur cette question-là, parce que je la trouve vraiment pertinente. Mais sur le point qu'Alex mentionnait, on parlait de background. Moi, j'ai commencé à faire du capital de risque il y a à peu près 9 ans. Donc, j'étais un petit cul dans le domaine du capital de risque parce que j'étais en entreprise toute ma vie, puis j'ai fait à peu près une centaine de transactions. Puis la chose que je retiens, c'est exactement ce qu'Alex vient de dire, c'est pourquoi, quand on fait une transaction, on négocie, on fait ça, mais le vrai travail commence après la transaction. Et donc, conséquemment, il faut que tu commences ton travail avant la transaction. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc culturel. Il y a un choc de compréhension, il y a des systèmes différents, il y a aussi qui achète qui, est-ce que les gens vont être fidèles, il y a des façons de faire et les synergies, est-ce que je vais réaliser. C'est beaucoup plus complexe, de mon point de vue, faire une acquisition, l'intégrer que de négocier. Négocier, là, entre guillemets, c'est la facile. Ben, c'est dur parce qu'on s'accroche. Mais une fois que c'est fait, là, le vrai travail puis la vraie synergie, l'avantage de faire une acquisition, là, ça se fait après. Oui. Et ça, donc, c'est pour ça que quand on parle de savoir à quel moment il y a un gros travail à faire, est-ce que l'organisation est prête mentalement? On avait une société en portefeuille qui avait 5 projets de front, 2 d'acquisition, l'agrandissement d'une usine, l'achat d'équipements. Puis elle a dit, on va tout faire ça. Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas les ressources à l'interne pour faire le travail. Puis là, on a dit, ben, c'est parce que ça ne marchera pas. Puis ultimement, ils en ont fait 2 sur 5, puis se sont cassés ailleurs, sur un des 2. Pourquoi? Parce qu'il y avait manqué de préparation et surtout manqué de ressources. Donc, l'aspect des ressources, là, autant les nôtres que les autres, là, c'est
fondamental. Juste le mot fusion et acquisition, là, C'est deux dans la choses. culture d'entreprise, Ouais, là, ouais. et si tu dis à des employés, on a fusionné avec une autre entreprise, ça a une perception. Ouais. Mais si tu dis, on a été acquis par une autre entreprise, Ça- oh là, on a le gros méchant là, qui a acheté l'entreprise. Les dérangeants, dans le garage. Les clients plus sophistiqués, par exemple, qui font des acquisitions sur une base répétitive, ont des équipes pour le faire. Donc, moi, j'ai des clients qui font des acquisitions, mettons, une par mois, mais ces gens-là, ils ont des équipes dédiées à ça, donc qui incluent des équipes d'intégration, parce que l'intégration post-acquisition, c'est fondamental. S'assurer que la culture d'entreprise va suivre, etc., ça prend du temps et c'est sous-estimé. Pour les entreprises qui ne sont pas à ce niveau-là, il faut se rendre compte que ça va être quelque chose qui va détourner le management de ses tâches quotidiennes. Et ça peut prendre jusqu'à 50-75% du temps de la haute direction de faire une transaction. Donc, si on est seul comme entrepreneur, si on n'a pas un bon CFO, à tout le moins un bon contrôleur, si on n'a pas quelqu'un d'autre qui peut faire rouler les opérations à notre place pendant qu'on n'est pas là, bien, il faut s'attendre à mettre tous nos temps libres, hein, les soirs, les week-ends, puis les vacances, on oublie ça, parce qu'on va passer ce temps-là à parler avec des avocats, à parler avec des comptables, à parler avec des banquiers, à parler avec notre vendeur. Et tout ça, ça prend Mais c'est énormément fun. de temps. C'est fun de parler aux banquiers pour aux avocats. Pas toujours, pas toujours. Très agréable. c'est Il comme- manque toujours en papier. Justement, on en parle. Combien de temps ça peut prendre faire un transfert d'entreprise? là? Ah oui. Tu sais, on parle de financement, on parle de vente aussi, en moyenne, pour les gens qui nous Ben, écoutent. moi, j'ai une bonne réponse et une mauvaise réponse. Une grossesse. En fait, bizarrement, c'est à peu près ça, mais la vraie question, c'est au moment où on commence une négociation, il peut se passer entre 3 mois à 1 an, à des fois 1 an et demi. Mais tout le travail avant ça, je ne le compte pas dans mon évaluation parce que d'identifier l'entreprise, d'identifier le marché dans lequel tu vas être. Tu disais tout à l'heure, vous allez négocier pendant 1 an, puis pourtant, c'est un deal, entre guillemets, facile. Là, Ouais, absolument. on s'entend, mais ça a pris 1 an. Puis Jean-François, j'ai renchéri en disant, vraiment, là, si votre énergie, vous pensez que vous allez pouvoir la mettre juste sur ça, puis oublier l'entreprise ou faire les deux en même temps, je peux vous dire que c'est pas le cas. C'est un changement fondamental. Fait que ça prend, puis le temps, c'est une chose, et l'énergie qu'on met, c'est la deuxième chose. On a des entrepreneurs, récemment, on a fait une transaction avec eux autres, puis ils ont dit, vous savez, on fait pas ça 20 fois dans une vie. Hein. Je pense que Jean-François, tu l'as dit d'entrée de jeu. Nous, on le fait souvent, mais c'est pas notre métier. Mais vous autres, vous le faites 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Et c'est un élément de perturbation sur l'organisation profond. Donc, si on parlait de préparation, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas le mindset, si vous n'avez pas l'équipe, vous allez frapper un mur. Puis ultimement, ben, ça peut avoir des impacts négatifs. Puis dans le temps de préparation, souvent, le temps pour acheter quelque chose, c'est quand le fruit est mûr. Puis des fois, pour faire mûrir le fruit, ça peut prendre des années. Il y a des entrepreneurs notoires avec lesquels j'ai travaillé, ils ont été approchés pendant 20 ans. Puis à la fin, qui a eu la transaction? Ben c'est la personne qui, année après année, revenait, venait jouer au golf, s'enquérait de sa famille, commençait à évoluer, à quel moment il aurait besoin de prendre sa retraite, etc. Donc, le facteur humain, c'est un facteur... Bâtir une relation. Là. Ouais. Bâtir une relation. Moi, j'avais un CEO, il avait amené un vieux monsieur qui avait une compagnie à vendre, mais il n'était pas si pressé que ça. Mais à peu près 1 fois par mois, il allait manger une crème glacée avec lui le vendredi après-midi. Ben quand ça a été le temps de vendre, ben c'est cet entrepreneur-là qui a eu la transaction parce qu'il a développé la relation avec le vendeur. La confiance était là, que oui, c'était pas une transaction si facile, que ça allait prendre du temps à le payer parce qu'on ne paye pas toujours 100% au moment de la transaction. Exact. Mais il avait développé ce lien de confiance-là. Et ça, c'est fondamental dans toute transaction. Et l'autre chose, il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, parce que ça ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer. On parle d'intégration. Mais quand on a acquis une entreprise, un concurrent, n'importe quoi, des fois plus gros que nous, on compte parfois que les ressources humaines vont venir avec. Bien, souvent, dans les semaines, les mois qui suivent une acquisition, bien, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la nouvelle culture d'entreprise et ils quittent. Hein, ça peut être le fondateur qui, là, il est plus content, il n'est plus le patron, hein, ou elle n'est plus la personne en charge. Mais d'avoir un boss, ça ne leur plaît pas nécessairement. Donc, une personne qui gérait 30, 50 employés, du jour au lendemain, s'en va. Mais c'est quoi mon plan B? C'est quoi mon plan C? Donc, ça, puis, si on n'est pas bien entouré, si on n'est pas bien conseillé, si on s'improvise, bien, souvent, c'est ça qui va nous mener dans des situations d'échec. Mais je peux vous dire, par contre, de ne pas faire ça parce qu'on a peur de ci, peur de ça, ça serait la pire erreur. Ouais, je suis d'accord. Hein, parce que si tu t'empêches, là, on vous dit plein de choses, là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas oublier. Je vous dis, faites-le. N'oubliez pas l'objectif que vous visez, puis faites-le parce que si vous ne le faites pas, vous vous empêchez de croire, puis vous allez rester au même niveau. Fait
On vous dit ça pour vous protéger, vous préparer, mais ultimement, là, le résultat est de loin supérieur à ne rien faire. Et le risque zéro, ça n'existe pas. Donc, vos comptables, vos avocats, vos banquiers, vos investisseurs, eux autres sont là. Ça, on les croit pas. Ils sont là pour vous aider à identifier les zones où on peut mitiger le risque. On ne peut jamais l'abolir totalement. Et c'est une question de risk-reward dans la vie, là. Oui, mon risque, c'est ça. Oui, je remets. Puis un entrepreneur, c'est souvent un gambler. Hein? Il vient de gagner, il va remettre tout ce qu'il a gagné sur la table pour la prochaine ronde. Hein? Puis on va aller jusqu'à la fin de ce processus-là. Puis à chaque fois, il va falloir remettre tout ce qu'on a acquis dans le passé, tout ce qu'on a bâti sur la table, parce qu'on va aller encore plus loin. Quand on joue à des jeux à la télévision, puis on vous dit, ben là, on arrête-tu à 50 000, on va jusqu'au million, là. Ben l'entrepreneur qui va aller jusqu'à la fin, il va y aller jusqu'au million, puis il va remettre son lieu gagné sur la table. Ce qu'un banquier fait pas. Un banquier, ce qu'un avocat fait pas. Un banquier, il a toutes les raisons pour dire non, ça se fait pas. On en a des discussions. Puis ça, c'est un clash des fois qui est inévitable. Mais quand les deux travaillent bien ensemble, en fait, la somme était plus grande que le total des parties. Mais des deals parfaits, ça n'existe pas. Ouais. Puis l'idée, c'est d'identifier le plus possible les facteurs de risque pour les gérer. Mais un deal parfait, ça n'existe pas. Puis ceux qui ne font rien, généralement, restent où ils sont. Hein? Ouais. Alors que ceux qui font quelque chose, sur le lot, il y en a qui finissent par... Sur ces sages paroles, on va terminer là-dessus. On aurait pu parler pendant encore 3 heures sur le financement, mais je pense qu'on a donné des bons trucs là, à nos auditeurs. Puis on les encourage à vous contacter si jamais il y a des questions, parce qu'on voit que Sylvain est un bon banquier. Des fois, les banquiers ont une mauvaise réputation, les avocats aussi, mais là, je pense que vous allez faire son travail. Pensez, hein? C'est pas se faire. En fait, juste pour finir, honnêtement, je me considère pas un banquier. Puis c'est pas péjoratif ce que je veux dire, au contraire, mais la perception d'un banquier. Tu ne travailles pas pour une banque de toute façon. Non, c'est pas une quoi. Mais je suis un partenaire, tu sais. Puis je pense que dans les gens, il faut se trouver des partenaires, quel que soit l'endroit où ils viennent. Trouvez-vous un partenaire, puis vous allez avoir un succès. Quel que soit l'endroit. Puis Jean-François, je l'écoute, puis ça serait un partenaire intéressant. Que je n'appellerais pas un avocat. C'est ça. Il faut avoir une cohérence stratégique dans ce qu'on fait. Il faut avoir un plan à court, moyen, long terme. Il faut le partager avec le plus de monde possible. N'hésitez pas à parler de vos projets et de vos intérêts. Une idée, là, ça ne vaut rien tant qu'il n'y a pas personne qui la met à exécution. L'exécution, c'est ça qui compte dans la vie. C'est de faire arriver des affaires. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'entrepreneurs qui s'entourent de gens qui sont capables de faire arriver des choses. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour la conversation. Merci beaucoup. Très belle journée. Bonne soirée. Au revoir. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Avec les dérangeants.